Le millionnaire ordonne de la licencier, mais son courage réveille en lui quelque chose dont il ignorait l'existence. Il avait renoncé à tout, à l'amour, à l'espoir, à la vie elle-même. Enfermé dans son manoir et ses souvenirs, il n'attendait plus que le temps passe en silence, jusqu'à ce qu'elle franchisse sa porte, sans savoir que, par sa seule présence, elle raviverait en lui quelque chose qu'il croyait enfoui à jamais. Pardon d'interrompre ton histoire, mais si tu apprécies ce type de contenu, n'oublie pas de t'abonner. Soutiens cette chaîne pour nous aider à grandir, et que Dieu te le rende au centuple. Merci et bon visionnage. La climatisation des galeries Haussmann murmurait à peine derrière la symphonie de conversation qui envahissait la galerie commerçante chic de Le Marais, le quartier le plus huppé de Paris. Isabelle Moreau alignait avec une précision chirurgicale les flacons en verre sur le comptoir de Essence Royale, la parfumerie la plus prestigieuse du centre. À 28 ans, elle avait transformé sa sensibilité olfactive en un art discret qui lui permettait de survivre dans cette jungle de luxe et d'apparence. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est le lancement de la nouvelle collection Chanel, lui rappela Claire, sa collègue, tout en ajustant son uniforme noir impeccable. Des cadres de la marque et quelques clients VIP vont venir. Isabelle hocha la tête, sentant le poids invisible de sa responsabilité. Elle n'était pas la vendeuse qui réalisait le plus de ventes, mais elle connaissait mieux que quiconque chaque note, chaque essence et chaque histoire derrière chaque parfum. Pour elle, chaque fragrance était un univers à part entière, pas seulement un produit coûteux à exhiber. La matinée se déroula entre les habitués et les touristes curieux, séduits par les effluves, jusqu'à ce que midi sonne et que les portes de l'ascenseur privé s'ouvrent, révélant une silhouette qui perturba l'atmosphère du lieu comme une note dissonante dans une mélodie parfaite. Alexandre Delcourt, le magnate de l'hôtellerie dont le visage ornait régulièrement les couvertures des magazines économiques comme le roi Midas de l'hospitalité française, franchit le seuil avec l'assurance de celui qui a l'habitude que le monde s'incline à son passage. Son costume Armani impeccable et sa montre qui valait 1 an de salaire d'Isabelle n'étaient que le cadre de son arrogance naturelle. « Où est Élise ?» demanda-t-il au gérant qui s'approcha à la hâte pour l'accueillir. « C'est toujours elle qui me sert. Elle suit une formation à Paris, monsieur Delcourt, mais Isabelle connaît parfaitement vos préférences et peut très bien s'occuper de vous. » Le regard de l'homme d'affaires, froid comme l'acier, balaya Isabelle de la tête aux pieds dans une évaluation silencieuse qui la fit se sentir nue et minuscule. Elle, pourtant, releva le menton dans un geste subtil de dignité. « Bonjour, monsieur Delcourt », salua-t-elle avec professionnalisme, le guidant vers l'espace VIP séparé par une discrète porte vitrée. « Cherchez-vous une fragrance en particulier ? »« Je viens pour le Clive Christian que j'ai réservé il y a 2 semaines. » répondit-il sans la regarder, les yeux rivés sur son téléphone. « Et il m'en faut 2 flacons. L'un est un cadeau pour le directeur général du tourisme. » Isabelle se dirigea vers l'armoire spéciale, où étaient conservées les pièces les plus exclusives. Ses mains, habituées à manipuler ses trésors liquides, sortirent la boîte noire au bord doré. En l'ouvrant devant lui, elle remarqua que ce n'était pas la bonne commande. « Excusez-moi, monsieur Delcourt, mais vous aviez réservé l'Imperial Majesty, et ceci est le numéro 1. Permettez-moi de vous apporter le bon. » Alexandre leva les yeux, irrité par la correction. « Vous vous trompez. J'ai spécifiquement demandé celui-ci. » Son ton était tranchant, comme si l'idée même d'être corrigée par une employée était une offense capitale. Isabelle sentit les regards de ses collègues lui transpercer le dos. Le silence soudain dans la boutique était le prélude à une tempête. Elle déglutit, consciente qu'elle avait 2 options, céder et paraître incompétente, ou tenir bon et tout risquer. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » répondit-elle en gardant son calme, « je peux vous montrer l'enregistrement de votre commande. L'Imperial Majesty possède des notes de tête à la bergamote et au citron que vous aviez spécifiquement mentionnées pour les grandes occasions. » Le visage d'Alexandre se transforma en un masque d'indignation. Les veines de son cou se tendirent comme des torrents furieux sous sa peau bronzée. « Êtes-vous en train de dire que je mens ?» Sa voix, bien que maîtrisée, avait le tranchant d'une lame. « Savez-vous à qui vous parlez ? » « Je sais parfaitement qui vous êtes, monsieur Delcourt, » répondit-elle sans ciller. « Et c'est précisément pour cela que j'ai pris soin de noter exactement ce que vous aviez demandé. Mon travail consiste à vous fournir ce que vous désirez, pas ce que je crois bon pour vous. » Un silence funèbre s'abattit sur la boutique. Le gérant François Lemoine accourut, la panique inscrite dans chaque ride de son front. « Monsieur Delcourt, je vous prie de bien vouloir excuser ce malentendu. »« Un malentendu ?» coupa Alexandre. « C'est un manque de respect.
Je veux que cette femme soit licenciée immédiatement. Isabelle sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. 6 ans de travail irréprochable, d'études en parfumerie, de sacrifices pour subvenir aux besoins de sa grand-mère malade, tout cela risquait de s'envoler pour avoir défendu la vérité. « Monsieur », dit-elle avec un calme dont elle ignorait elle-même la source, « je comprends votre contrariété, mais je ne vous ai manqué de respect à aucun moment. Je fais simplement mon travail avec honnêteté. » Le regard d'Alexandre se fit glacial, calculateur. N'importe qui aurait attendu une explosion, mais à la place, un sourire troublant s'étira sur son visage. « Tu as raison, François. Ce n'était qu'un malentendu, » dit-il sans quitter Isabelle des yeux. « En fait, je suis impressionné par son caractère. Je pense que cette jeune femme a du potentiel pour le secteur VIP. » Le gérant cligna des yeux, dérouté. « Pardon ? À partir de demain, je veux que cette vendeuse soit affectée exclusivement à l'espace VIP en tant que mon assistante personnelle pour les achats, » poursuivit Alexandre, une lueur dangereuse dans ses yeux sombres. « Puisque vous connaissez si bien mes préférences, ce sera intéressant de voir combien de temps vous pourrez maintenir cette attitude lorsque vous devrez me supporter chaque semaine. » Isabelle sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il ne la renvoyait pas, il faisait pire. Il la défiait, la plaçait sous sa surveillance directe comme un chat qui joue avec la souris avant de la dévorer. « Comme vous l'ordonnez, monsieur Delcourt, » répondit le gérant, à la fois soulagé et inquiet. Alexandre prit les 2 parfums, celui qu'il avait commandé et celui qu'il n'avait pas demandé, posant sa carte noire sur le comptoir. « À la semaine prochaine, Isabelle Moreau, » dit-il en prononçant son nom avec une cadence menaçante après l'avoir lu sur son badge. « Préparez-vous à prouver que vous méritez votre place chez Essence Royale. » Lorsque l'homme d'affaires quitta la boutique, Isabelle resta figée, consciente qu'elle venait de pénétrer dans la gueule du loup. Ses collègues la regardaient avec un mélange d'admiration et de pitié. « T'es foutue, Isabelle » murmura Claire. Personne ne survit à ses côtés. On le connaît pour ruiner des carrières juste par caprice, mais alors que les autres la plaignaient, Isabelle ressentait quelque chose de différent naître en elle, un feu lent, une détermination dont elle ignorait jusqu'alors l'existence. Si Alexandre Delcourt s'attendait à la voir fléchir, il allait bientôt découvrir une femme que tout son argent ne pouvait pas acheter. « Qui l'essaie ?» murmura-t-elle pour elle-même en ramassant la fiche de vente signée. Ce n'est que le premier round. Le destin venait d'opposer 2 mondes que rien ne réunissait, dans une collision que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais. La section VIP de Essence Royale était un micro-univers à part du reste de la boutique. Sols en marbre italien, éclairage conçu stratégiquement pour faire scintiller chaque flacon, et fauteuils en cuir silencieux où les clients exclusifs pouvaient déguster les parfums comme on déguste un vieux millésime. Isabelle observait son nouvel environnement avec un mélange de fascination et de méfiance. Son uniforme avait été remplacé par une robe noire sobre, mais élégante, fournie par la maison, qui la présentait désormais comme consultante en fragrance personnelle. François, le gérant, l'avait convoqué la veille dans son bureau pour lui donner des consignes claires. « Alexandre Delcourt ne plaisante pas, Isabelle. Il t'a placé ici pour te briser, » l'avait-il prévenu, sincèrement préoccupé. « Il a détruit des carrières pour bien moins que ce que tu as fait. Sois prudente. » Maintenant, tandis qu'elle organisait les échantillons exclusifs de Rojadov et Kilian, Isabelle répétait mentalement sa stratégie, rester d'un professionnalisme irréprochable, éviter les provocations et surtout ne montrer aucune faiblesse. Le tintement de la porte réservée interrompit ses pensées. « Bonjour, mademoiselle Moreau », dit la voix grave d'Alexandre Delcourt résonnant dans l'espace intime. « Je vois que vous avez survécu à votre première semaine dans la zone VIP. » Isabelle se retourna, affrontant ce regard fait pour intimider. Il portait un costume bleu marine qui soulignait sa silhouette athlétique, résultat évident d'heures passées dans des salles de sport très privées. « Bonjour, monsieur Delcourt », répondit-elle avec une neutralité soigneusement étudiée. « En quoi puis-je vous être utile aujourd'hui ? J'ai une réunion avec des investisseurs japonais cet après-midi, » expliqua-t-il, parcourant les vitrines du regard. « Il me faut un cadeau qui exprime le respect sans paraître prétentieux. » Isabelle acquiesça, se dirigeant avec un calme délibéré vers une section précise. Elle sentait le regard d'Alexandre suivre chacun de ses mouvements, l'évaluer, guetter la moindre erreur. « Les Japonais apprécient la subtilité et la tradition, » commenta-t-elle, sélectionnant un flacon au design minimaliste. « Ce parfum d'Issei Miyake intègre des notes de yuzu et de cèdre japonais. Il est reconnu à Tokyo pour son élégance discrète. » Alexandre prit le flacon, effleurant intentionnellement les doigts d'Isabelle. Elle ne retira pas sa main, mais ne répondit pas non plus au geste.
Intéressant, murmura-t-il. Quoique je m'attendais à ce que vous me proposiez quelque chose de plus occidental, pour impressionner. Si j'avais voulu impressionner de manière superficielle, je vous aurais proposé le plus cher de l'étagère, répondit-elle en soutenant son regard. Mais vous avez demandé du respect, pas de l'ostentation. Un silence feutré s'installa entre eux. Pour la première fois, Alexandre la regardait avec une curiosité sincère, comme s'il venait de découvrir que l'insecte sous sa loupe avait des couleurs insoupçonnées. « Emballez-le » ordonna-t-il enfin. « Et préparez-vous pour cet après-midi. Les investisseurs viendront visiter la boutique. » 3 heures plus tard, la section VIP s'était métamorphosée pour accueillir la délégation japonaise. Coupe de champagne, amuse-bouche minimaliste et musique d'ambiance composaient une atmosphère parfaite. Isabelle restait en retrait, discrète, tandis qu'Alexandre déployait son charme calculé auprès des partenaires potentiels pour son nouvel hôtel à Nice. Monsieur Delcourt nous parlait de l'exclusivité de cet endroit, commenta Takashi Hiroto, le chef de la délégation, s'approchant des fragrances. Est-ce la collection Clive Christian dont il faisait mention? Alexandre acquiesça avec une assurance excessive. La ligne la plus exclusive au monde, avec de l'ambre impérial et les meilleures notes de fond, affirma-t-il en prenant l'un des flacons. Celle-ci est particulièrement intéressante pour sa dominante d'agrumes. Isabelle réprima l'envie de le corriger. Le parfum qu'il tenait ne contenait aucune note d'agrumes, c'était une composition ambrée orientale aux touches de vanille et de bois de santal. Mais intervenir serait un suicide professionnel. Hiroto, cependant, semblait perplexe en humant discrètement l'échantillon. « Pardonnez mon ignorance, mais je ne perçois pas les agrumes que vous mentionnez », fit-il remarquer poliment. Le visage d'Alexandre se crispa. L'inconfort était palpable. Isabelle vit l'instant précis où sa réputation commençait à vaciller devant les Japonais. Elle inspira profondément et fit un pas en avant. « Si vous me permettez, monsieur Hiroto », intervint-elle avec délicatesse. Monsieur Delcourt faisait référence à la collection impériale qui se trouve juste ici, indiqua-t-elle une autre vitrine. Celle que vous tenez appartient à la ligne noble, réputée pour ses notes boisées et sa riche composition orientale, parfaite pour des cérémonies traditionnelles. Les yeux de Hiroto s'illuminèrent d'une lueur de reconnaissance. Ah, je comprends maintenant. C'est fascinant comme chaque fragrance raconte une histoire différente, n'est-ce pas, Delcourt-san? Alexandre acquiesça, lançant à Isabelle un regard indéchiffrable. Ce n'était pas de la gratitude, mais ce n'était pas non plus la colère qu'elle attendait. C'était quelque chose de plus complexe, une émotion qu'elle ne sut nommer. La réunion se poursuivit et, à la surprise d'Isabelle, Alexandre commença à l'inclure dans les conversations, la présentant comme « notre experte en parfumerie ». Chaque fois qu'elle apportait un commentaire technique ou racontait une anecdote sur une fragrance, les Japonais acquiesçaient avec une admiration évidente. En fin d'après-midi, lorsque les investisseurs se retirèrent avec des promesses de futurs partenariats, le silence retomba sur la section VIP. Isabelle commença à ranger les échantillons utilisés, consciente de la présence d'Alexandre, qui n'était pas parti avec ses invités. « Tu n'étais pas obligé d'intervenir, dit-il finalement, rompant le silence. « C'était mon travail, répondit-elle simplement. Tu aurais pu me laisser me tromper. Ça aurait été ta petite vengeance. » Isabelle se retourna, lui faisant face. « Je ne travaille pas pour me venger, monsieur Delcourt. Je travaille par professionnalisme. » Quelque chose changea dans le regard d'Alexandre. Un éclat de respect involontaire, rapidement masqué par son habituelle froideur. « Tu es toujours aussi droite, Isabelle Moreau ?» demanda-t-il, s'approchant dangereusement. « Seulement quand ça en vaut la peine, » répondit-elle sans reculer. Un instant, le temps sembla suspendu. Ils étaient trop proches, partageant le même air chargé de tension et de fragrances exclusives. La main d'Alexandre se leva presque imperceptiblement, comme s'il voulait effleurer le visage d'Isabelle, mais il s'arrêta à quelques millimètres de sa peau. « Demain, j'ai un dîner avec le gouverneur, » dit-il en reculant brusquement. « J'aurai besoin de ton expertise. » Il sortit sans attendre de réponse, laissant derrière lui une traînée de son propre parfum et une atmosphère électrisée. Ce soir-là, alors qu'Isabelle préparait une tisane pour sa grand-mère dans leur modeste appartement du quartier de Montmartre, elle repassait mentalement chaque moment de la journée, chaque regard, chaque silence, chaque provocation subtile. Elle ne comprenait pas pourquoi Alexandre ne l'avait pas renvoyée après l'incident avec les Japonais, ni pourquoi, malgré son arrogance insupportable, elle avait commencé à remarquer des détails chez lui, la façon dont sa voix changeait quand il parlait de ses hôtels, la gentillesse inattendue avec laquelle il avait aidé une cliente âgée à s'asseoir,
la lueur dans ses yeux quand quelque chose le fascinait vraiment. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda mamie Bernadette, l'observant de ses yeux de sage octogénaire. « Voilà 5 minutes que tu remues cette tisane. » Isabelle sourit en posant la cuillère. « Tout va bien, mamie. C'est juste le travail. » Murmura la vieille dame avec un sourire malicieux. Ce travail aurait-il un nom d'homme, par hasard? Isabelle secoua vigoureusement la tête, mais la chaleur sur ses joues la trahissait. Ce n'était pas de l'attirance, se disait-elle, c'était de l'indignation, de l'irritation, du stress professionnel. Tout, sauf admettre que, d'une manière étrange, Alexandre Delcourt avait commencé à occuper ses pensées bien plus qu'un patron ne le devrait. Les journées chez Essence Royale avaient pris une tournure particulière pour Isabelle. Chaque matin, elle arrivait 30 minutes avant l'heure officielle pour préparer la zone VIP, étudiait les nouvelles fragrances et révisait mentalement les visites programmées. C'était une chorégraphie quotidienne de préparation qui culminait invariablement par l'arrivée d'Alexandre Delcourt, qui se présentait 3 fois par semaine avec un prétexte à peine crédible pour tester de nouveaux parfums. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'incident avec les investisseurs japonais et une trêve silencieuse s'était installée entre eux. Il avait cessé ses provocations directes, les remplaçant par des conversations sur les parfums qui, à la surprise d'Isabelle, révélaient une connaissance réelle et une curiosité inattendue. Est-ce vrai que les parfums changent selon la personne qui les porte? Lui avait-il demandé la semaine précédente en testant un exclusif Frédéric Malle. Absolument, avait-elle répondu, surprise par son intérêt. Le pH de la peau, l'alimentation, même l'état émotionnel modifie la façon dont les notes se déploient. C'est pourquoi un même parfum peut avoir une odeur complètement différente sur 2 personnes. Comme les gens, avait-il murmuré, presque pour lui-même. On semble être les mêmes, mais on réagit différemment selon qui nous touche. Ce mardi d'avril, les galeries Haussmann bourdonnaient d'activités pour le lancement de la saison printanière. La zone VIP attendait la visite de l'épouse d'un diplomate européen, mais avant cela, Isabelle s'occupait d'une cliente habituée, Margot Fontaine, une galeriste d'art contemporain réputée, qui collectionnait les parfums avec la même passion que les tableaux. « Ce nouveau Xerjoff est divin, Isabelle », commentait Margot s'appliquant la fragrance au poignet. « Mais je ne sais pas s'il justifie le prix. Les ingrédients viennent de... » Le bruit de la porte interrompit son explication. Alexandre Delcourt entra, accompagné d'un homme plus âgé au visage sévère que Isabelle reconnut immédiatement. Frédéric Lombard, le critique gastronomique le plus redouté de France, connu pour détruire des restaurants avec ses critiques impitoyables. « Bonjour », salua Alexandre, avec l'assurance qui le caractérisait. « Je ne savais pas que tu étais occupé. »« Je termine avec Madame Fontaine », répondit Isabelle, toujours aussi professionnelle. « Puis-je vous offrir quelque chose pendant que vous attendez ?» Avant qu'Alexandre n'ait pu répondre, un son étouffé attira l'attention de tous. Margot Fontaine avait une main sur sa poitrine et respirait difficilement. Son visage avait pâli de façon alarmante. « Madame Fontaine ?» Isabelle s'approcha, alarmée. « Vous allez bien ?» La femme tenta de parler, mais ne réussit qu'à faire un signe négatif tout en s'agrippant au comptoir. Sa respiration devenait de plus en plus irrégulière. « Je crois qu'elle fait une attaque de panique », dit Lombard s'approchant avec une inquiétude sincère. « Ma femme en souffre aussi. » Isabelle réagit avec une rapidité qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Doucement mais fermement, elle guida Margot vers un des fauteuils privés, à l'abri des regards curieux qui commençaient à s'accumuler à l'entrée. « Monsieur Delcourt, pourriez-vous demander à la sécurité de ne laisser entrer personne d'autre pour le moment ?» demanda-t-elle d'une voix calme mais autoritaire. « Et peut-être obtenir un verre d'eau ?» À la surprise d'Isabelle, Alexandre obéit sans discuter, se dirigeant efficacement vers l'entrée tout en passant un rapide coup de fil. « Madame Fontaine, regardez-moi. » Isabelle s'agenouilla devant la femme, prenant ses mains. « Respirez avec moi, d'accord ? Doucement. Inspirez par le nez, 1, 2, 3, et expirez par la bouche. » Avec une douceur maternelle qui tranchait avec son jeune âge, Isabelle sortit un petit flacon de sa poche. « C'est de l'huile essentielle de lavande, » expliqua-t-elle en appliquant une goutte sur les poignets de la femme. « Ça va vous apaiser. Maintenant, fermez les yeux et concentrez-vous sur le parfum. Juste ça. » Pendant les minutes qui suivirent, la scène sembla figée dans le temps. Isabelle guidait la respiration de Margot, lui tenant les mains, lui parlant d'une voix si apaisante qu'elle en devenait presque hypnotique. Elle lui racontait des histoires de champs de lavande en Provence, les décrivant avec tant de détails qu'on pouvait presque les voir. Alexandre observait à distance, le visage indéchiffrable,
Ce n'était pas l'efficacité professionnelle d'Isabelle qui l'impressionnait, mais l'humanité avec laquelle elle traitait la cliente. Il n'y avait ni condescendance, ni impatience dans ses gestes, juste une empathie sincère qui contrastait douloureusement avec son propre monde de relations superficielles et intéressées. Peu à peu, la respiration de Margot retrouva son calme. La couleur revint à ses joues et ses mains cessèrent de trembler. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle, visiblement gênée. Cela ne m'était pas arrivé depuis des années. « Vous n'avez aucune raison de vous excuser », répondit Isabelle avec un sourire. « Parfois, notre corps doit nous rappeler qu'on a besoin de respirer. » Lorsqu'enfin Margot se sentit assez remise, elle insista pour acheter le parfum qu'elle testait. « Cette crise m'a coûté un Xerjoff », plaisanta-t-elle faiblement. « Mais ça valait le coup rien que pour découvrir ton astuce à la lavande. » Après que Lombard se fut proposé d'accompagner Margot jusqu'à sa voiture, le silence reprit possession de la zone VIP. Isabelle commença à ranger les échantillons utilisés, consciente du regard d'Alexandre qui, étrangement, était resté dans la boutique. « Je ne savais pas que tu étais infirmière en plus d'être parfumeuse, » dit-il finalement. « Ma grand-mère souffre d'anxiété depuis qu'elle a perdu mon grand-père, » expliqua Isabelle sans interrompre son rangement. « J'ai appris quelques techniques pour l'aider. Tu as utilisé du parfum pour apaiser une crise, » observa-t-il avec une pointe d'admiration dans la voix. « Les parfums ont un pouvoir sur les émotions, » répondit-elle en haussant les épaules. « C'est la base de notre métier. » Alexandre acquiesça comme s'il venait de confirmer quelque chose d'important pour lui. « Je dois y aller, » annonça-t-il en consultant sa montre. « Lombard envisage d'ouvrir un restaurant dans mon nouvel hôtel. Je ne peux pas manquer cette opportunité. » Le reste de la journée se déroula normalement, bien que Isabelle ne parvint pas à se défaire de l'impression que quelque chose avait subtilement changé. La façon dont Alexandre l'avait regardée pendant l'incident avec Margot, ce n'était pas le regard calculateur de l'homme d'affaires, mais quelque chose de plus profond, presque vulnérable. À 9 heures du soir, alors que la boutique fermait, Isabelle exécutait sa routine de clôture. Vérification des stocks, sécurisation des vitrines, préparation pour le lendemain. C'est alors qu'elle le remarqua. Sur le comptoir principal, là où il n'y avait rien quelques minutes plus tôt, se trouvait une petite boîte noire portant le logo d'un fleuriste de luxe du centre commercial. Avec prudence, elle l'ouvrit. À l'intérieur, reposait une rose rouge parfaite, accompagnée d'un mot manuscrit sur un papier épais et raffiné. Tout le monde ne sait pas calmer les tempêtes avec du parfum. Adé. Le cœur d'Isabelle fit un bond. Ce n'était pas un cadeau ostentatoire ou cher pour quelqu'un comme Alexandre Delcourt, mais le geste, si éloigné de son arrogance habituelle, la déstabilisa totalement. Était-ce une stratégie de plus? Une nouvelle manière de la troubler? Elle rangea la note dans la poche de sa robe, mais laissa la rose sur le comptoir. Répondre à ce geste, d'une manière ou d'une autre, reviendrait à franchir une ligne invisible qu'elle s'était jusqu'ici efforcée de ne pas franchir pour préserver sa dignité. Ce soir-là, dans le métro qui la ramenait chez elle, Isabelle sortit plusieurs fois la note pour la relire. Les mots, simples et directs, révélaient une facette d'Alexandre qu'elle n'avait jamais vue. Une vulnérabilité dissimulée sous des couches d'arrogance et de pouvoir. Pour la première fois depuis leur rencontre, Isabelle se permit de penser à Alexandre Delcourt non comme au millionnaire impitoyable, mais comme à un homme qui, peut-être, venait de faire quelque chose qui l'effrayait autant qu'elle, laisser apparaître une fissure dans son armure parfaite. Les jours qui suivirent l'épisode de la rose s'écoulèrent dans une danse silencieuse, de regards fuyants et de conversations professionnelles dissimulant un sous-texte de plus en plus évident. Isabelle n'avait pas mentionné le cadeau, et Alexandre n'y avait fait aucune allusion non plus. Pourtant, quelque chose avait changé. Il arrivait plus tôt à la boutique, prolongeait ses visites sous des prétextes transparents et apportait parfois un café pour eux deux, comme si cela avait toujours été ainsi. La 3e semaine d'avril, Isabelle reçut une mission spéciale, concevoir la vitrine centrale pour le lancement exclusif d'une nouvelle collection de parfums artisanaux français. C'était un projet important, une opportunité de démontrer sa créativité au-delà de la simple vente. « Je veux quelque chose de différent », lui expliqua François, le gérant. « Quelque chose qui représente nos racines, mais avec l'élégance qui caractérise Essence Royale. » Pendant 2 semaines, Isabelle travailla sans relâche sur le concept. Elle étudia l'iconographie précolombienne, analysa les notes olfactives de chaque parfum et conçut une installation mêlant éléments traditionnels et touches contemporaines, obsidienne polie, argent français
et immortels préservés encadrant les flacons comme de petites œuvres d'art. Le matin du montage final, Alexandre apparut à l'improviste. Il s'arrêta pour observer Isabelle au travail, avec une expression oscillant entre curiosité et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'osait nommer. « C'est impressionnant », finit-il par dire. « Je n'ai jamais vu une vitrine pareille aux Galeries Haussmann. »« Merci », répondit-elle, surprise par le compliment sincère. L'idée était de montrer que la culture française peut être aussi sophistiquée que n'importe quelle marque européenne. « Tu y es parvenu », assura-t-il s'approchant pour examiner les détails. « Tu crois qu'on pourrait… » La phrase resta en suspens, interrompue par le tintement de talons aiguilles résonnant sur le sol. Une femme grande et élancée, avec une beauté digne des couvertures de magazines, entra dans la boutique. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés et sa robe Versace criaient « Je suis importante » à des kilomètres à la ronde. « Alexandre, mon chéri !» s'exclama-t-elle avec un enthousiasme visiblement calculé. « Quelle coïncidence de te trouver ici !» Le visage d'Alexandre se transforma instantanément. L'ouverture qu'Isabelle avait perçue quelques secondes plus tôt se referma comme une porte blindée. Sa mâchoire se contracta visiblement. « Clarisse, » répondit-il sèchement, « je ne savais pas que tu étais de retour d'Europe. »« Depuis une semaine, mon amour, » répondit-elle, l'embrassant sur les deux joues, laissant des traces de rouge à lèvres comme des marques de territoire. « Je pensais qu'Alphonse te l'avait dit. Après tout, on relance les préparatifs du mariage. » Isabelle eut l'impression que tout l'oxygène avait quitté la pièce. Ses mains, qui plaçaient quelques instants plus tôt un flacon avec précision, tremblèrent imperceptiblement. « Je ne sais pas de quoi tu parles », coupa Alexandre, manifestement mal à l'aise. « Il n'y a aucun projet de mariage. » Clarisse rit avec l'assurance de quelqu'un qui tient toutes les cartes. « Toujours aussi discret en public, mon amour », dit-elle, en se tournant pour examiner la boutique. « Et qui est cette… employée ?» La pause avant le dernier mot soulignait tout le mépris implicite. Alexandre sembla retrouver un peu de sa contenance. « Isabelle Moreau, notre spécialiste en parfums d'exception », la présenta-t-il avec un ton neutre contrastant avec la chaleur de quelques instants plus tôt. « Isabelle, Clarisse Delaunay. »« Sa fiancée », ajouta Clarisse, tendant une main parfaitement manucurée. « Enchantée. » Isabelle serra brièvement la main, gardant un visage impassible, malgré le nœud dans son estomac. « Enchantée, mademoiselle Delaunay. Si vous me permettez, je dois terminer la vitrine pour l'inauguration de cet après-midi. » Les 30 minutes suivantes furent une torture silencieuse. Clarisse ne quitta pas Alexandre, parlant haut et fort de leur projet commun, mentionnant au passage des amis influents, des yachts à Cannes et des propriétés partagées. Chaque mot était un trait empoisonné lancé à l'attention de toute personne à proximité, surtout Isabelle. Lorsqu'Alexandre parvint enfin à prendre congé, promettant de retrouver Clarisse pour dîner, le mal était déjà fait. L'atmosphère entre lui et Isabelle avait changé. La fragile complicité construite au fil des semaines s'était évaporée. « Ce n'est pas ce que tu crois », dit Alexandre, lorsqu'ils se retrouvèrent seuls. « Je ne crois rien, monsieur Delcourt », répondit-elle avec une froideur professionnelle, revenant au ton de leur première rencontre. « Votre vie privée ne me regarde pas. » L'inauguration était prévue pour 18 heures. Des personnalités du monde de la mode, des influenceurs et des clients VIP commencèrent à arriver à l'heure. La vitrine d'Isabelle recevait des éloges unanimes et François rayonnait de fierté. Tout se déroulait parfaitement, jusqu'à ce que Clarisse Delaunay réapparaisse, cette fois dans une robe différente et une coupe de champagne à la main, qu'elle tenait avec une élégance soigneusement étudiée. Alexandre n'était pas en vue, probablement en train de s'occuper d'un invité important. Isabelle s'efforçait de rester concentrée, expliquant aux visiteurs les notes olfactives de chaque parfum lorsqu'elle remarqua Clarisse s'approcher de la vitrine principale, l'air critique. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que personne ne put l'empêcher. Clarisse, apparemment déséquilibrée sur ses talons, renversa son champagne directement sur l'installation. Le liquide imbiba les immortels préservés et éclaboussa les flacons soigneusement placés. Pire encore, en tentant d'arranger les choses, elle fit tomber plusieurs éléments décoratifs qui s'écrasèrent sur le sol en marbre. « Oh, quelle maladroite je suis !» s'exclama-t-elle avec une fausse inquiétude, tandis que les invités autour observèrent la scène avec stupeur. Isabelle se précipita vers la vitrine, tentant de sauver ce qu'elle pouvait, tandis que Clarisse se tournait théâtralement vers l'assemblée. « Je suis vraiment désolée, c'est que je me suis sentie nerveuse en la voyant, » dit-elle en désignant Isabelle. « Je l'ai surprise tout à l'heure en train de briser intentionnellement un flacon. Je crois qu'elle est jalouse,
Parce qu'Alexandre et moi sommes de nouveau ensemble. » Un murmure parcourut la salle. Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment pouvait-on mentir avec un tel aplomb? « C'est totalement faux, » répliqua-t-elle, la voix tremblante d'indignation. « C'est moi qui ai conçu cette vitrine. Pourquoi l'aurais-je sabotée? » C'est à cet instant précis qu'Alexandre fit son apparition, attiré par le tumulte. Son regard passa du désastre de la vitrine à Clarisse en pleurs, théâtrale, puis à Isabelle, dont le visage rougi par la colère pouvait aisément être pris pour de la culpabilité. « Que s'est-il passé ici ?» exigea-t-il, d'un ton autoritaire, celui de l'homme d'affaires impitoyable. Clarisse se précipita à ses côtés, s'agrippant à son bras. « Car Alexandre, c'était affreux. Ton employé, je crois qu'elle ne va pas bien. Je l'ai vue manipuler la vitrine alors qu'elle pensait que personne ne la regardait. J'ai essayé de l'arrêter et cet accident est arrivé. » Les yeux d'Alexandre se durcirent en se posant sur Isabelle. Il n'y avait plus trace de l'homme qui lui avait offert une rose ou admiré son travail le matin même. « C'est vrai, Isabelle ?» demanda-t-il froidement. « Bien sûr que non, » répondit-elle, peinant à garder son calme. « Monsieur Delcourt, j'ai travaillé 2 semaines sur cette vitrine. Pourquoi l'aurais-je sabotée ?» Un instant, il sembla qu'Alexandre allait douter, qu'il verrait clair dans le mensonge de Clarisse, qu'il lui ferait confiance. Mais alors Clarisse murmura quelque chose à son oreille, et son expression se durcit encore davantage. « François » appela-t-il le gérant, figé par la scène. « Occupe-toi de ça. Et une fois terminé, je veux Moreau dans ton bureau. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Les invités commencèrent à se disperser, murmurant entre eux. Isabelle resta immobile, les fragments de son œuvre à ses pieds, observant Alexandre quitter les lieux. Clarisse accrochée à son bras, souriant triomphalement par-dessus son épaule. 2 heures plus tard, alors que la boutique était presque vide, Alexandre revint seul. Son visage était une muraille impénétrable lorsqu'il entra dans le bureau où Isabelle attendait son verdict. « Ton comportement a été inacceptable », déclara-t-il sans détour. « Je comprends qu'on puisse avoir des jalousies personnelles, mais détruire les biens de l'entreprise est un motif de licenciement immédiat. » Isabelle le regarda droit dans les yeux, avec une dignité contredisant les larmes qui menaçaient de couler. « Vous le savez, » dit-elle simplement. « Vous savez que ce n'était pas moi. » Quelque chose vacilla dans le regard d'Alexandre, mais disparut aussitôt. « Je ne te renvoie pas, » poursuivit-il, ignorant sa remarque. « Mais tu es à l'essai. Une seule erreur de plus et tu es dehors. Compris ?» Isabelle acquiesça en silence. Elle ne supplierait pas, ne se défendrait pas davantage. Le nœud dans sa gorge menaçait de l'étouffer, mais elle refusait de lui donner la satisfaction de l'avoir brisé. Lorsqu'Alexandre quitta le bureau, les premières larmes coulèrent en silence sur les joues d'Isabelle. Ce n'étaient non pas des larmes pour un emploi en danger, mais pour quelque chose de bien plus douloureux. La confirmation que, malgré tout ce qui s'était passé entre eux, pour Alexandre Delcourt, elle restait une variable interchangeable. Et cela, elle le découvrit avec horreur, faisait plus mal que cela ne devrait. L'atmosphère chez Essence Royale avait changé radicalement après l'incident de la vitrine. Un silence pesant s'était installé, comme un invité indésirable, accompagnant chaque interaction entre les employés. Tous avaient assisté à l'humiliation publique d'Isabelle, et bien que la plupart soupçonnassent la vérité, personne n'osait contester ouvertement la version soutenue par Alexandre Delcourt. Isabelle arrivait chaque matin à l'heure, accomplissait ses tâches avec un professionnalisme irréprochable et repartait sans participer aux échanges informels qu'elle appréciait autrefois avec ses collègues. Son visage, autrefois chaleureux et expressif, était devenu un masque de politesse professionnelle, ne trahissant plus aucune émotion. La section VIP, autrefois chargée de tensions palpables lorsqu'elle croisait Alexandre, était désormais un désert de formalités vides. « Bonjour, monsieur Delcourt, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» C'était sa phrase automatique lorsqu'il apparaissait. « Je dois consulter les nouveaux lancements de Tom Ford », répondait-il, tout aussi distant. Et ainsi allaient leurs interactions, 2 acteurs récitant des répliques sans conviction, évitant soigneusement tout contact visuel prolongé. Mais alors qu'Isabelle se réfugiait dans le silence, Alexandre se débattait avec une tempête intérieure qu'il n'avait pas anticipée. Malgré ses efforts pour se concentrer sur le lancement imminent de son nouvel hôtel-boutique à Cassis, son esprit revenait sans cesse au regard d'Isabelle lorsqu'il l'avait accusée à tort. Ce n'était pas de la colère qu'il y avait vu. C'était une déception si profonde qu'elle le hantait bien plus qu'il ne voulait l'admettre. La 3e semaine après l'incident, Alexandre arriva à la boutique plus tôt que d'habitude.
Depuis l'entrée, il aperçut Isabelle en train d'assister une vieille dame qui n'avait visiblement pas le profil habituel de la clientèle VIP. La femme, vêtue simplement, ses cheveux argentés relevés en un chignon soigné, examinait les parfums avec la révérence d'une visite au musée. « Ma petite fille fête ses 15 ans, vous savez, » disait la vieille dame. « Je veux lui offrir quelque chose de spécial, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. » Au lieu de l'orienter vers les options les moins chères ou de lui suggérer une autre enseigne, Isabelle l'écoutait avec un intérêt sincère. Alexandre resta en retrait, observant. « Qu'aime votre petite fille? Elle est plutôt rêveuse, aventureuse, traditionnelle ?» demandait Isabelle avec la même attention qu'elle portait à ses clients millionnaires. Pendant 20 minutes, Isabelle guida la vieille dame à travers différentes fragrances, expliquant leurs histoires et leurs compositions, lui permettant de sentir des arômes qu'elle ne pourrait sans doute jamais acheter. Finalement, elle se dirigea vers un petit placard derrière le comptoir et en sortit un flacon délicat. « C'est un coffret de miniatures qu'on vient de recevoir comme échantillon promotionnel, » expliqua-t-elle. « Il n'est pas encore en vente, mais je peux vous l'offrir pour votre petite fille. Il contient 5 parfums différents qu'elle pourra découvrir avant de choisir celui qu'elle aimera acheter plus tard, quand vous aurez le budget. » Les yeux de la vieille dame s'illuminèrent de gratitude. Après 1000 remerciements, elle repartit avec son petit trésor soigneusement emballé. Ce fut alors qu'Isabelle remarqua la présence d'Alexandre. « Bonjour, monsieur Delcourt », salua-t-elle, retrouvant instantanément sa formalité habituelle. « Je ne vous avais pas vu arriver. Tu offres souvent des échantillons à des inconnus ?» demanda-t-il sans hostilité, sincèrement curieux. « Seulement quand ça en vaut la peine », répondit-elle, répétant sans s'en rendre compte les mots qu'elle avait prononcés des semaines plus tôt, quand tout était différent entre eux. Le souvenir fugitif sembla flotter entre eux un instant. Les jours suivants, Alexandre commença à prêter attention à des détails qu'il avait auparavant ignorés volontairement. Comment Claire, l'autre vendeuse, sollicitait toujours l'avis d'Isabelle avant de conclure une vente importante. Comment les agents de sécurité lui gardaient son café préféré chaque matin. Comment elle avait mis en place un système d'organisation que tout le monde suivait sans discuter. Ce n'était pas seulement une employée efficace. Elle était le cœur silencieux qui faisait tourner le mécanisme humain de la boutique. Clarisse, pendant ce temps, était devenue une présence constante et oppressante dans sa vie. Elle apparaissait sans prévenir dans son bureau, organisait des dîners avec des partenaires qu'il n'avait pas approuvés et parlait de leur avenir commun, comme si la rupture d'il y a 2 ans n'avait jamais existé. Alexandre se sentait pris au piège, dans une toile d'obligations sociales et d'attentes qu'il ne se souvenait pas avoir acceptées. Un après-midi, alors qu'il vérifiait les derniers détails pour l'inauguration de son nouvel hôtel, Alexandre découvrit une irrégularité dans les rapports financiers que Clarisse avait préparés pour lui rendre service. Ce n'était pas une erreur, mais une tentative délibérée de détourner des fonds vers un compte inconnu. La preuve était irréfutable. La confronter fut comme tirer un rideau et découvrir une inconnue. Clarisse ne nia rien. Elle se contenta de sourire avec l'assurance de celle qui sait qu'elle détient un pouvoir. « Ne sois pas dramatique, Alexandre, » dit-elle, minimisant l'affaire. « Je ne faisais qu'avancer ma commission pour t'avoir aidé. Après tout, on va se marier, non? Ce qui est à toi sera à moi, tôt ou tard. »« Il n'y a pas de nous, Clarisse, » répondit-il avec une soudaine clarté. « Il n'y en a jamais vraiment eu. C'est à cause de cette vendeuse de parfums ?» La voix de Clarisse devint tranchante. « Ne sois pas ridicule. C'est une moins que rien. Non, Clarisse, c'est à cause de toi, de moi, de ce que je deviens quand je suis avec toi. » La dispute s'envenima rapidement. Clarisse menaça, pleura, tenta de le séduire et révéla enfin son vrai visage. Calculateur, manipulateur, impitoyable. Lorsqu'elle quitta enfin les lieux, claquant la porte de son bureau, Alexandre resta immobile, absorbant une révélation inconfortable. Il avait laissé quelqu'un comme Clarisse guider ses choix trop longtemps, y compris son jugement sur Isabelle. L'inauguration de l'hôtel L'Élégance était prévue pour le vendredi suivant. Pendant des années, Alexandre avait rêvé de ce moment, son tout premier hôtel-boutique ultra-luxe, conçu personnellement, du sol au dernier détail de décoration. Ce serait son chef-d'œuvre, le projet qui consoliderait sa réputation d'innovateur dans l'hôtellerie française. Le mercredi, 2 jours avant la grande ouverture, Alexandre entra chez Essence Royale avec un but précis. Il trouva Isabelle en train d'organiser avec soin une nouvelle livraison de parfums artisanaux. « Bonjour Isabelle », salua-t-il, délaissant délibérément le « Mademoiselle Moreau » qu'il utilisait depuis des semaines. « Bonjour Monsieur Delcourt »,
répondit-elle sans lever les yeux de sa tâche. « J'ai besoin de te parler, dit-il en déposant une enveloppe élégante sur le comptoir. C'est important. » Isabelle finit par le regarder avec ce mélange de dignité et de prudence qu'elle avait adopté depuis l'incident. « Je vous écoute. »« Pas ici, » répondit-il. « C'est une invitation à l'inauguration de mon nouvel hôtel ce vendredi. J'aimerais que tu viennes en tant qu'invité d'honneur. » Pour la première fois depuis des semaines, il vit une faille dans le masque professionnel d'Isabelle. De la surprise, de la confusion et quelque chose de plus complexe traversèrent brièvement son visage. « Pourquoi m'inviteriez-vous » demanda-t-elle franchement. « Je ne pense pas que ce soit approprié compte tenu des circonstances. » Alexandre inspira profondément. Les mots qu'il devait prononcer ne venaient pas facilement à un homme peu habitué à s'excuser. « Parce que j'ai fait une erreur, » admit-il enfin, « et parce qu'il y a des choses que je dois te dire, mais pas ici, pas comme ça. » Isabelle prit l'enveloppe, sans l'ouvrir. Ses yeux scrutèrent le visage d'Alexandre, à la recherche du piège, de la manipulation, de tout indice montrant qu'il s'agissait d'un nouveau jeu cruel. « Et si je refuse ? Alors j'aurais perdu ma chance, » répondit-il, avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Mais au moins j'aurais essayé. » Sans attendre de réponse, Alexandre se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, il s'arrêta et, sans se retourner, ajouta « La robe est facultative, seule ta présence compte. » Lorsqu'il fut parti, Isabelle ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une invitation officielle pour l'inauguration de l'hôtel L'Élégance, mais aussi une carte manuscrite qui disait simplement « Pour la femme qui m'a appris que certains parfums ne s'achètent pas. Tu avais raison. J'avais tort. Surtout. » Ce soir-là, dans le petit salon de son appartement, Isabelle contemplait l'invitation, tiraillée entre sa fierté blessée et sa curiosité. Mamie Bernadette, l'observant depuis la cuisine, lui sourit avec la sagesse de ses 80 ans. « Parfois, ma chérie, le silence est nécessaire pour que l'un et l'autre entendent ce qui compte vraiment. » Isabelle caressa le bord de l'invitation, se remémorant chaque moment depuis leur première confrontation. Chaque provocation, chaque regard, la rose, la trahison, la douleur, et maintenant, contre toute attente, une porte entr'ouverte vers l'inconnu. « Et si c'était un nouveau piège, mamie ?» demanda-t-elle, formulant à voix haute sa plus grande crainte. La vieille dame s'assit à ses côtés, prenant ses mains entre les siennes. « La peur n'a jamais été une bonne conseillère, mais la naïveté non plus, » dit-elle avec sagesse. « La vraie question, c'est qu'est-ce qui te fera le plus mal? Y aller et te tromper ou ne pas y aller et vivre avec le doute ?» Au fil de la nuit, la décision d'Isabelle commença à prendre forme, comme un parfum complexe qui ne révèle ses notes de fond qu'après de longues heures de patience. La soirée d'inauguration de l'hôtel L'Élégance était enfin arrivée. Le ciel de Paris s'était paré d'un manteau d'étoiles rivalisant d'éclat avec les lumières du nouveau joyau architectural d'Alexandre Delcourt. Situé stratégiquement sur l'avenue Montaigne, l'hôtel se dressait comme une structure de verre et d'acier alliant modernité et éléments traditionnels français dans un équilibre parfait. Le hall brillait de la présence de l'élite économique, d'élus influents, de célébrités et de journalistes circulant entre coupes de champagne et bouchées gastronomiques. Les photographes capturaient chaque instant, tandis que les invités admirèrent les détails. Fresques contemporaines inspirées de motifs gallo-romains, mobilier signé par des artisans provençaux et une cascade intérieure ruisselant sur de la pierre de lave. Alexandre parcourait les lieux avec la confiance habituelle de l'hôte accompli. Vêtu d'un costume indigo taillé sur mesure qui soulignait sa silhouette athlétique, il saluait investisseurs et amis, détaillait les choix architecturaux, répondait aux questions de la presse. Mais son regard revenait sans cesse vers l'entrée, cherchant quelqu'un qui n'était pas encore apparu. « C'est spectaculaire, Alexandre », le félicita le ministre du Tourisme, lui serrant la main. « Un concept qui élève vraiment le niveau de l'hôtellerie française. Merci, monsieur le ministre. » « Le vrai mérite revient aux architectes et artisans qui ont donné vie à cette vision, » répondit-il machinalement, tout en jetant un nouveau regard vers l'entrée principale. Il restait 20 minutes avant son discours officiel, et elle n'était pas là. L'incertitude, une sensation qu'il connaissait peu, commençait à s'installer dans son estomac. Peut-être avait-il été trop optimiste, en pensant qu'Isabelle accepterait son invitation après tout ce qui s'était passé. « Tu attends quelqu'un ?» La voix de Clarisse le fit sursauter. Elle était resplendissante dans une robe rouge manifestement conçue pour attirer l'attention. « Tu ne m'as pas invité, mais je ne pouvais pas manquer une soirée aussi importante. » Alexandre retint un soupir de frustration. Ce dont il avait le moins besoin ce soir, c'était une confrontation avec Clarisse.
« Clarisse, j'ai été très clair. C'est fini entre nous, dit-il à voix basse mais ferme. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Ne sois pas ridicule, répondit-elle en s'accrochant à son bras, juste au moment où un photographe braquait son objectif sur eux. Que vont dire les gens s'ils te voient me repousser? On a une image à préserver. Avant qu'il ne puisse répondre, un murmure collectif parcourut la salle. Par l'entrée principale, Isabelle Moreau avançait d'un pas décidé. Elle ne portait pas une robe tape à l'œil comme les autres invités, mais un ensemble sobre et élégant, pantalon et blouse en soie vert émeraude qui mettaient en valeur l'éclat doré de sa peau. Ses cheveux, habituellement relevés pour le travail, tombaient en ondulations douces sur ses épaules. Elle n'avait pas besoin de bijoux ni d'artifices. Sa beauté naturelle et sa dignité innée la faisaient rayonner au milieu de la foule. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée. Un instant, le tumulte de la fête sembla s'effacer. Alexandre se dégagea doucement de Clarisse et s'avança vers Isabelle, restée immobile, comme si chaque pas qu'elle faisait relevait d'une décision capitale. « Tu es venue ?» dit-il en arrivant devant elle. Ce n'était pas une question, mais une constatation emplie de soulagement. « J'ai décidé d'écouter ce que tu as à dire, » répondit-elle prudemment, « même si je ne suis pas certaine d'être à ma place ici. » Alexandre regarda autour de lui, remarquant les nombreux regards curieux braqués sur eux. La présence d'Isabelle, simple vendeuse de parfums parmi les magnates et célébrités, ne passait pas inaperçue. « Tu es exactement à ta place ici, » affirma-t-il avec conviction. « Tu me laisses te faire visiter l'hôtel avant le discours ?» Elle acquiesça, gardant une distance prudente tout en le suivant. Alexandre la guida à travers des espaces exclusifs, la bibliothèque au volume rare, le spa inspiré de rituels gallo-romains, la terrasse surplombant la ville. Dans chaque lieu, il partageait les concepts, les inspirations, les obstacles surmontés. Il ne parlait pas comme un homme d'affaires vantant sa réussite, mais comme un créateur partageant sa passion. Tout a commencé comme un rêve impossible, confia-t-il en contemplant Paris, illuminé depuis la terrasse. Personne ne croyait qu'on pouvait fusionner luxe international et authenticité française sans tomber dans les clichés. « C'est magnifique », reconnut Isabelle sincèrement. « Tu as réussi quelque chose d'unique. Merci. Mais curieusement, maintenant que tout est achevé, je réalise que ce n'est qu'un bâtiment, » répondit-il en la regardant dans les yeux. « Impressionnant, mais vide s'il n'y a pas de vérité à l'intérieur. » L'heure du discours inaugural approchait. Alexandre devait retourner dans le grand salon, où l'attendaient invités et journalistes. Avant de se diriger vers l'ascenseur, il prit doucement la main d'Isabelle. « Reste près de la scène, je t'en prie. C'est important. » Le salon était bondé lorsqu'Alexandre monta sur l'estrade. Les lumières s'atténuèrent et un projecteur mit en valeur sa silhouette pendant que les conversations s'estompaient. Avec l'assurance qui le caractérisait, il entama son discours en remerciant investisseurs, architectes et autorités. Il parla de la vision de l'hôtel, de ses spécificités, de l'avenir prometteur qu'il représentait pour le tourisme français. À mi-discours, son regard croisa celui d'Isabelle, postée près d'une colonne, l'observant avec attention. Quelque chose changea dans l'expression d'Alexandre. Un instant, il parut hésiter, comme s'il était sur le point de s'écarter du texte qu'il avait soigneusement préparé. « Beaucoup d'entre vous connaissent mes hôtels », poursuivit-il d'une voix légèrement différente, plus personnelle. Vous connaissez l'entrepreneur, le négociateur, le visionnaire que l'on dit que je suis. Mais ce soir, j'aimerais vous parler de l'homme que j'apprends à devenir. Un murmure de surprise parcourut la salle. Les journalistes se penchèrent en avant, devinant qu'ils allaient assister à quelque chose d'inattendu. Cet hôtel ne représente pas seulement une vision architecturale, mais aussi un changement personnel, continua Alexandre. Pendant des années, j'ai construit des espaces pour que d'autres trouvent la beauté, le confort, des expériences mémorables. Mais moi-même, je vivais dans une forteresse d'orgueil et d'arrogance où rien de vraiment important ne pouvait entrer. Ses yeux ne quittaient pas Isabelle, restait immobile, l'expression indéchiffrable. Il y a une personne ici ce soir qui m'a appris quelque chose qu'aucun de mes hôtels 5 étoiles ne m'aurait appris. Ressentir réellement, faire confiance sans condition, reconnaître mes erreurs, recommencer. Le silence dans la salle était total. Les caméras balayèrent la pièce, cherchant à identifier de qui il parlait. « Isabelle Moreau », dit-il enfin, tendant la main vers elle. « Voudrais-tu me rejoindre, s'il te plaît ?» Tous les regards se tournèrent vers elle. Isabelle resta figée un instant, visiblement surprise par ce tournant public. Finalement, elle avança lentement, avec dignité, jusqu'au podium. Les flashs crépitaient sans relâche, capturant chaque seconde de ce moment inattendu.
Cette femme extraordinaire, reprit Alexandre lorsqu'elle fut à ses côtés, m'a appris que la véritable élégance ne réside pas dans les marbres italiens ni dans les tissus rares, mais dans une dignité inébranlable, que le vrai luxe, ce n'est pas posséder des choses précieuses, mais avoir le courage de défendre ce qui est juste, même quand tout semble vous contredire. La voix d'Alexandre se brisa légèrement, chose inédite pour ceux qui le connaissaient. Je lui dois des excuses publiques. Je l'ai jugé injustement. J'ai préféré croire des mensonges par confort et par peur. Et aujourd'hui, devant vous tous, je veux lui dire « Je suis désolé, Isabelle. Tu avais raison, et j'avais tort. » Le murmure dans la salle monta d'un cran. Les photographes appuyaient frénétiquement sur leur déclencheur. Les journalistes griffonnaient à toute vitesse. Les spéculations sur une romance secrète s'enflammaient comme une traînée de poudre. « Merci », murmura Isabelle si bas que seul Alexandre put l'entendre. Ses yeux brillaient de larmes retenues, mêlant surprise, soulagement et quelque chose de plus profond encore. Tout semblait indiquer que ce moment allait se clore par un baiser. Les caméras étaient braquées, les invités retenèrent leur souffle, le cliché romantique semblait inévitable. Mais au lieu de cela, Alexandre se contenta de lui prendre doucement la main et de la serrer, avant de se tourner de nouveau vers le public pour conclure son discours. La réception se poursuivit entre spéculation et rumeurs. Les journalistes tentaient d'approcher Isabelle, mais Alexandre la protégeait discrètement, la gardant près de lui tout en remplissant son rôle d'hôte. Clarisse avait disparu sans bruit, consciente que sa présence n'avait plus aucun sens. Passé minuit, alors que la plupart des invités commençaient à s'éclipser, Alexandre retrouva Isabelle sur la terrasse, contemplant la ville, loin de l'agitation. « Je vais te raccompagner », proposa-t-il en s'approchant doucement. Le trajet en voiture se fit en silence, rempli de mots tus et d'émotions contenues. Arrivé devant l'immeuble modeste où elle vivait, Alexandre coupa le moteur. « Je ne m'attendais pas à ça », dit enfin Isabelle. « Ton discours, je sais. Moi non plus, je ne l'avais pas prévu ainsi, avoua-t-il. Mais quand je t'ai vu là, moi j'ai compris que des mots privés ne suffiraient pas. Le mal avait été public, les excuses devaient l'être aussi. La lumière tamisée de la rue éclairait partiellement leur visage. Pour la première fois, il n'y avait ni masque, ni défense, ni rôle à jouer. Juste deux êtres vulnérables, se reconnaissant enfin. « Et maintenant » demanda-t-elle. « Je ne sais pas » répondit-il honnêtement. « Je sais seulement que je ne peux plus imaginer demain sans toi. » Le silence qui suivit était chargé de possibles. Lentement, comme s'ils attendaient ce moment depuis des mois, leurs visages se rapprochèrent. Le premier baiser fut à peine un frôlement, hésitant, exploratoire. Le second fut plus profond, libérant toute la tension accumulée, tout le désir contenu, toute la colère transformée en passion. Ce n'était pas un baiser de conte de fées, parfait et chorégraphié. C'était réel, intense, fragile, avec un goût de champagne et de larmes retenues. Un baiser qui parlait de pardon, d'espoir et d'un avenir incertain mais irrésistible. Quand enfin ils se séparèrent, ils respiraient difficilement. Isabelle posa son front contre celui d'Alexandre, les yeux clos, absorbant l'ampleur de ce qui venait de se passer. « Ça me fait peur », confia-t-elle dans un murmure. « Moi aussi », admit-il en lui caressant doucement la joue. « Mais pour la première fois de ma vie, la peur ne me retient pas. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé de Paris, deux mondes apparemment incompatibles commencèrent à parler un langage commun. Un langage sans arrogance ni soumission, sans pouvoir ni hiérarchie. Un langage qui, comme les meilleurs parfums, ne s'achète ni ne se vend. Il se ressent. Le matin suivant l'inauguration de l'hôtel L'Élégance se leva sur Paris avec une clarté particulière. La presse en ligne débordait de titres sur le discours inattendu d'Alexandre Delcourt et la mystérieuse femme à l'origine d'une déclaration publique aussi émotive. Les spéculations allaient d'un amour secret à une opération marketing destinée à humaniser l'image du magnate. Alexandre se réveilla tôt avec une sensation inconnue dans la poitrine, la légèreté. Pour la première fois depuis des années, l'armure de contrôle et de perfection qu'il avait méticuleusement bâtie présentait des fissures, voulues. La veille au soir, après ce premier baiser devant l'immeuble d'Isabelle, ils avaient parlé pendant des heures, assis dans sa voiture comme deux adolescents réticents à se dire au revoir. Ils n'avaient pas défini ce qu'ils étaient, ni ce qu'ils seraient, mais ils avaient convenu de s'accorder une chance, sans pression. Avec un optimisme inhabituel, Alexandre décida de passer par Essence Royale avant de se rendre à son bureau. Peut-être pourraient-ils prendre le petit déjeuner ensemble,
parler des détails pratiques laissés en suspens. Allait-elle continuer à travailler à la boutique, maintenant que leur relation avait changé? Comment gérerait-il les rumeurs inévitables? « Bonjour François », salua-t-il le gérant qui le regarda avec étonnement. « Isabelle est déjà arrivée ?» L'homme pâlit visiblement comme s'il venait de voir un fantôme. « Monsieur Delcourt, je pensais que vous étiez au courant », balbutia-t-il, clairement mal à l'aise. « Isabelle ne viendra pas aujourd'hui. En fait, elle vous a laissé ceci. » François lui tendit une enveloppe simple, sans fioriture. À côté, posée sur le comptoir, reposait la petite clé dorée qui ouvrait les vitrines exclusives de la section VIP. Avec un pressentiment troublant, Alexandre ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une note manuscrite, à l'écriture précise et élégante d'Isabelle. « Alexandre, vous aviez besoin d'une vendeuse. Maintenant, vous savez que vous aviez besoin de quelque chose de plus. Mais je reste simplement moi. Le temps que nous avons partagé chez Essence Royale m'a appris autant sur les parfums que sur moi-même. J'ai appris que certains arômes persistent, même lorsqu'on croit les avoir oubliés. Votre discours d'hier soir était magnifique, et je sais qu'il était sincère. C'est justement pour cela que j'ai besoin de temps et de distance. J'ai besoin d'être sûr que ce que je ressens n'est pas seulement l'effet enivrant des lumières et des mots publics. Ne me cherchez pas. Quand je serai prête, si un jour je le suis, je vous retrouverai. Merci de m'avoir montré qu'il y avait en vous plus que ce que je croyais. J'espère qu'il y a aussi plus en moi que ce que nous avions imaginé. Isabelle. Alexandre lut la note 3 fois, comme si les mots pouvaient soudainement changer de sens à une lecture suivante. L'incrédulité laissa place à une panique sourde. « Quand a-t-elle laissé ça ?» demanda-t-il, la voix tendue. « Tôt ce matin », répondit François. « Elle a aussi présenté sa démission officielle. Elle a dit que c'était mieux ainsi pour tout le monde. » La nouvelle frappa Alexandre comme un coup de poing. Comment était-ce possible? La veille, ils s'étaient rapprochés d'une manière qu'ils n'avaient jamais vécue. Ils avaient échangé une honnêteté presque douloureuse, ri ensemble, s'étaient embrassés sous les étoiles. Et maintenant, elle partait, tout simplement. Elle a laissé une adresse? Un nouveau numéro? Insista-t-il, peinant à garder son calme. Non, monsieur. Elle a seulement dit qu'elle avait besoin d'un nouveau départ. Les jours suivants furent un cauchemar pour tous ceux qui travaillaient avec Alexandre Delcourt. Le dirigeant, habituellement calculateur et maître de lui-même, semblait avoir été remplacé par un homme obsédé et instable. Il ordonna à son service de sécurité de localiser Isabelle pour découvrir qu'elle avait quitté son appartement. Sa grand-mère, son seul parent connu, avait également disparu. Il appela personnellement toutes les parfumeries de la ville, demandant si elles avaient récemment engagé quelqu'un avec son profil. Il visita des hôpitaux, craignant le pire. Il alla jusqu'à engager un détective privé, une démarche qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. À mesure que les jours passaient sans nouvelles, Alexandre sombrait dans une introspection inquiétante pour ses proches collaborateurs. Il annula une importante tournée promotionnelle de l'hôtel en Europe, refusa des interviews avec les médias internationaux. Il passait des heures enfermé dans son bureau, relisant obsessionnellement leurs échanges passés, cherchant un indice, un signe qu'il aurait négligé. « Je ne t'ai jamais vu comme ça pour personne », commenta Alphonse, son assistant de confiance, après qu'Alexandre eut refusé une invitation au mariage d'un politicien influent. « Même pas quand Clarisse t'a quitté. Parce que je n'ai jamais ressenti ça pour personne », admit-il avec une sincérité qui les surprit tous deux. « Clarisse, c'était une extension de mon image publique, quelqu'un qui s'intégrait parfaitement dans le puzzle soigneusement planifié de ma vie. Isabelle, elle a complètement démonté ce puzzle. La 3e semaine de recherche apporta enfin une piste concrète. Le détective privé rapporta qu'Isabelle avait acheté un billet de bus pour l'Ardèche. La trace se perdait là-bas. La région, avec ses villages médiévaux et ses communautés d'artisans, regorgeait d'endroits où l'on pouvait recommencer sans jamais être retrouvé. Alexandre pensa immédiatement à prendre un vol, mais quelque chose le retint. Les mots d'Isabelle résonnaient dans sa tête. « Ne me cherchez pas, quand je serai prête, je vous retrouverai. » N'irait-il pas à l'encontre de sa volonté? Ne prouverait-il pas qu'il restait cet homme arrogant qui croyait pouvoir obtenir tout ce qu'il désirait? Pour la première fois de sa vie d'adulte, Alexandre Delcourt faisait face à quelque chose qu'il ne pouvait résoudre avec de l'argent, de l'influence ou de la détermination. Il avait bâti un empire sur sa capacité à contrôler chaque variable, à anticiper chaque résultat. Mais il ne pouvait pas contrôler les sentiments d'Isabelle, ni ses choix. Et cette impuissance le rongeait. Un après-midi, alors qu'il parcourait distraitement ses emails au bureau, il tomba sur un message passé inaperçu parmi les notifications automatiques.
Il provenait de Mamie Bernadette, la grand-mère d'Isabelle. Il ne contenait aucun texte, juste une photo en pièces jointes, Isabelle souriante, entourée d'un groupe de femmes artisanes, toutes tenant de petites fioles fabriquées à la main. À l'arrière-plan, on distinguait une pancarte, Coopérative Arôme de la Terre, Saint-Jean-du-Bois. Le cœur d'Alexandre s'accéléra. Ce n'était pas une invitation explicite, mais ce n'était sûrement pas un hasard. Mamie Bernadette savait forcément qu'il cherchait Isabelle désespérément. Ce soir-là, seul dans le penthouse qui couronnait l'un de ses hôtels, Alexandre contemplait les lumières de la ville, un verre d'Armagnac à la main. Dans son esprit, il passait en revue chaque option. Il pouvait prendre son hélicoptère privé et se rendre dans cette communauté ardéchoise en quelques heures. Il pouvait envoyer une personne de confiance pour s'assurer qu'Isabelle allait bien. Il pouvait répondre aux mails de Mamie Bernadette, lui demander directement, mais plus il envisageait ces possibilités, plus une vérité inconfortable s'imposait. Aucune de ses actions ne respecterait la volonté d'Isabelle. Et s'il y avait bien une chose qu'elle méritait, c'était le respect. Avec une lucidité douloureuse mais libératrice, Alexandre comprit qu'il affrontait la première véritable épreuve de ses sentiments. Était-il capable de faire passer les besoins d'Isabelle avant ses propres désirs? Pouvait-il prouver qu'il avait réellement changé? La réponse s'imposa comme une évidence. Oui, il pouvait attendre. Pour elle, pour ce qu'ils avaient commencé à construire, pour l'homme qu'il voulait devenir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, il dormit paisiblement. Le lendemain matin, il réunit son comité de direction. « Je veux annoncer quelques changements », dit-il avec une détermination renouvelée. Premièrement, on met fin à la recherche privée. Deuxièmement, nous relançons les projets en attente avec une nouvelle énergie. Et troisièmement, nous lançons un programme de responsabilité sociale axé sur les communautés artisanales de l'Ardèche. Alphonse le regarda avec surprise, mais aussi avec soulagement. Le Alexandre stratégique et visionnaire était de retour. « Puis-je vous demander ce qui a inspiré ce changement ?» demanda-t-il prudemment. Alexandre sourit, avec une nuance de mélancolie et d'espoir qu'on ne lui connaissait pas. « Disons que j'ai enfin compris qu'il y a des choses qu'on ne peut ni acheter ni conquérir, » répondit-il. « Elles doivent être méritées, avec patience et des actes cohérents. » Pendant que son équipe commençait à débattre des détails du nouveau programme, Alexandre jeta un bref regard vers la fenêtre, en direction du sud, là où, entre montagnes et vallées, une femme extraordinaire lui avait appris la plus précieuse des leçons, que le vrai pouvoir ne réside pas dans la possession, mais dans la capacité d'attendre. Les mois passèrent avec la lenteur d'un parfum se développant sur la peau. Alexandre avait tenu sa promesse silencieuse. Ne pas chercher Isabelle directement, mais continuer sa transformation personnelle et celle de ses entreprises. Le programme de soutien aux artisans de l'Ardèche était devenu l'initiative de responsabilité sociale la plus importante du groupe Delcourt. Ils avaient établi des coopératives de production durable, des ateliers de formation et un réseau de distribution permettant de diffuser les produits artisanaux dans ces hôtels à travers le pays. Alexandre lui-même se rendait chaque mois en Ardèche, visitant des villages reculés, apprenant des techniques ancestrales, établissant des liens sincères avec les habitants. Il ne posait jamais de questions directes sur Isabelle, mais chaque fois qu'il découvrait un nouveau hameau, ses yeux la cherchaient instinctivement parmi les visages inconnus. Octobre arriva avec son air frais et sa promesse de renouveau. Paris se préparait à célébrer la Toussaint, avec des chrysanthèmes colorés fleurissant dans les cimetières, les maisons et les places publiques. Ce dimanche matin, Alphonse, devenu à la fois assistant et ami, mentionna à Alexandre un marché solidaire au parc Monceau. C'est organisé par Mères Courageuses, une fondation pour mères célibataires, expliqua-t-il en feuilletant l'agenda hebdomadaire. Elle récolte des fonds pour des soins médicaux non pris en charge par l'assurance. Je me suis dit que cela pourrait intéresser dans le cadre de notre nouveau programme communautaire. Alexandre acquiesça distraitement. D'ordinaire, il aurait envoyé quelqu'un de son service RSE, mais quelque chose dans cette description éveilla son attention. « J'irai en personne », décida-t-il à la surprise d'Alphonse. « Sans sécurité, sans presse. Je veux juste observer, sans interférer. » Le parc Monceau brillait sous le soleil d'automne. Des dizaines de stands couverts de toiles colorées formaient un labyrinthe d'artisanat, de cuisine maison et de produits divers. Des femmes de tous âges tenaient fièrement leur petit commerce, animées d'une détermination lumineuse. Alexandre marchait parmi elles avec une simplicité délibérée. Jean, chemise blanche, lunettes de soleil.
Sans son costume impeccable ni sa posture intimidante, peu de gens le reconnaissaient comme le puissant homme d'affaires des magazines. Il s'arrêta devant plusieurs stands, achetant de petites créations, discutant avec les vendeuses, écoutant leurs histoires. C'était un exercice qu'il avait appris à aimer durant ses voyages en Ardèche. Écouter sans objectif, se connecter sans arrière-pensée. En tournant à un coin du parc, le temps sembla se figer. Parmi un océan de chrysanthèmes, de dahlias et de roses, elle était là. Isabelle Moreau, les cheveux plus longs et la peau plus hâlée qu'avant, arrangeait délicatement un bouquet tout en bavardant joyeusement avec une femme âgée en fauteuil roulant. Alexandre resta figé, absorbant cette vision comme on contemple un mirage, de peur qu'il s'évanouisse. Elle portait des vêtements simples, un jean usé, une blouse brodée traditionnelle et un tablier orné du logo de Mère Courageuse. Elle n'avait plus rien de la vendeuse raffinée de essence royale, et pourtant, il ne l'avait jamais trouvée aussi belle. La femme en fauteuil, vraisemblablement l'amie malade mentionnée sur l'affiche du stand, aperçut Alexandre la première. Elle murmura quelque chose à Isabelle qui leva les yeux. Leurs regards se croisèrent à travers la distance. Un instant, ni l'un ni l'autre ne bougea. Le tumulte du marché continuait autour d'eux, ignorant le petit univers silencieux qui venait de renaître. Finalement, ce fut Alexandre qui fit le premier pas, puis un autre, et encore un, jusqu'à se tenir devant l'étal de fleurs. « Bonjour », dit-il simplement en retirant ses lunettes de soleil. « Bonjour », répondit-elle, la voix légèrement tremblante. La femme en fauteuil toussa discrètement. « Je vais voir comment va Lucie avec les chaussons », annonça la femme s'éloignant avec une agilité surprenante et les laissant seuls. Le silence entre eux était chargé de mots tus, de temps écoulés, de changements invisibles mais profonds. « Tu es resplendissante », dit-il finalement. « Toi aussi », répondit-elle. « Différent mais bien. » Alexandre observa les seaux débordant de fleurs fraîches, dont les couleurs vives contrastaient avec le vert des tiges. Sans trop réfléchir, il prit une décision impulsive mais sincère. Il s'agenouilla devant le stand et prit une seule fleur, une dahlia rouge. « Combien ?» demanda-t-il sérieusement. Isabelle cligna des yeux, déconcertée par le geste. « 50 centimes », répondit-elle automatiquement. Alexandre sortit son portefeuille et déposa un billet dans la petite boîte de dons. Puis il prit une autre fleur, un petit tournesol. « Et celle-ci ? 50 aussi », murmura-t-elle, commençant à comprendre. Fleur après fleur, Alexandre acheta l'intégralité de l'étal. Une rose blanche, un lys, une marguerite des champs. À chaque achat, il déposait l'argent et posait la fleur soigneusement de côté, formant un témoignage coloré de son attente. « Tu vends de la couleur et de la vie maintenant », dit-il enfin, toujours à genoux, la voix chargée d'émotion. « Mais c'est toi qui as rendu des couleurs à ma vie, bien avant que je ne le mérite. » Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. Elle observait cet homme, si différent de l'entrepreneur arrogant qu'elle avait connu, agenouillé devant elle avec une humilité sincère. « Je suis partie parce que j'avais peur, » confessa-t-elle. « Pas de toi, mais de moi-même, de me perdre dans ton monde, d'oublier qui je suis. »« Je sais, » répondit-il. « C'est pour cela que je ne t'ai pas cherché, même si chaque jour était une lutte contre moi-même. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Isabelle, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance. Elle voyait enfin l'homme qu'elle n'avait aperçu que par éclat autrefois chez Essence Royale. « Je t'ai suivi de loin, » avoua-t-elle. « Les coopératives en Ardèche, les programmes pour les artisans, ton changement, tout le monde parle de l'homme de la ville qui vient sans garde du corps et qui s'assied pour écouter les anciens. » Alexandre se releva lentement et s'approcha du petit comptoir qui les séparait. Chaque projet, chaque voyage, chaque décision. Je pensais toujours, qu'en dirait Isabelle? Est-ce qu'elle en serait fière? Tu es devenue ma boussole morale, même en ton absence. Le murmure du marché s'évanouissait. Il n'y avait plus que les fleurs et cette vérité enfin dite. Mon amie Céline a un cancer en phase terminale, expliqua Isabelle, désignant la femme en fauteuil. C'est elle qui m'a appris qu'on ne contrôle pas le temps qu'on a, seulement ce qu'on en fait. Je l'aide avec des traitements alternatifs pour soulager la douleur. Ce stand, c'est pour ça. Je peux la rencontrer ? Demanda Alexandre avec un véritable intérêt. Je peux savoir ce que tu es devenu pendant ces mois ? Quelque chose changea dans l'expression d'Isabelle. La réserve qu'elle avait toujours maintenue s'évapora, comme un parfum révélant enfin ses notes de fond. « Tu as vraiment changé, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, plus comme une confirmation que comme une question. Il acquiesça avec une vulnérabilité qu'il n'avait jamais osé montrer. « Tu m'as transformé. Ou plutôt, tu m'as montré qui je pouvais être.
si je cessais de me cacher derrière le pouvoir et le contrôle. Isabelle sortit de derrière le stand et s'approcha de lui. Avec délicatesse, elle prit la dernière fleur qu'il n'avait pas achetée, une orchidée sauvage d'une beauté saisissante. « Tu sais pourquoi les fleurs ont un parfum ?» demanda-t-elle doucement. « Ce n'est pas pour nous, c'est pour attirer ceux qui en ont besoin, pour continuer à vivre. » Avec une infinie douceur, elle plaça l'orchidée dans la boutonnière de la chemise d'Alexandre. « Comme les parfums, » répondit-il, comprenant la métaphore, qui ne révèlent leur véritable essence qu'avec le temps et la bonne proximité. Il n'y eut pas besoin d'autres mots. Au milieu du marché, entouré de fleurs vendues et de dons déposés, les lèvres d'Isabelle trouvèrent celles d'Alexandre dans un baiser qui n'avait rien de l'urgence du premier. C'était un baiser de reconnaissance mutuelle, d'acceptation profonde, de rédemption. Quand ils se séparèrent enfin, les larmes aux yeux tous deux, les personnes autour d'eux éclatèrent en applaudissements spontanés. Céline était revenue, souriante dans son fauteuil. « Je t'avais dit qu'il viendrait », dit-elle à Isabelle malicieusement. « Les parfums guident toujours ceux qui savent les suivre. » Alexandre et Isabelle se regardèrent et éclatèrent de rire, libérant des mois de tension et d'attente. Ils ne savaient pas exactement ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois, ils étaient prêts à le découvrir ensemble. Sans masque, sans hiérarchie, sans peur. « Tu as faim ?» demanda-t-il simplement, en entrelaçant ses doigts avec les siens. Il me semble que Céline a parlé de chaussons. Isabelle acquiesça en serrant sa main, affamée, de tout. Et ainsi, entre senteur de fleurs et cuisine maison, deux âmes qui avaient commencé comme des contraires, trouvèrent enfin le parfum unique de leur histoire partagée. Les semaines qui suivirent cette retrouvaille au marché s'écoulèrent avec la douce lenteur de ce qui naît sans précipitation ni étiquette. Alexandre et Isabelle avaient tacitement convenu de s'accorder le temps de se redécouvrir dans cette nouvelle version d'eux-mêmes. Il n'y avait ni statut officiel ni promesse hâtive, seulement la certitude que ce qu'ils faisaient naître ensemble méritait d'être protégé avec soin. Les dimanches devinrent leurs jours. Alexandre annulait tous ses engagements et se rendait dans le petit appartement qu'Isabelle avait loué près du quartier historique. Il prenait le petit déjeuner dans des auberges de quartier où personne ne le reconnaissait, déambulait dans les marchés artisanaux et parlait pendant des heures de tout et de rien. Leurs enfances, leurs rêves oubliés, leurs peurs les plus profondes. « Tu n'as jamais voulu devenir chef ?» demanda Isabelle un après-midi, alors qu'ils partageaient des galettes de maïs dans un stand de rue. Alexandre sourit avec nostalgie, se remémorant le passé. « Mon père disait que cuisiner, c'était un travail de domestique, pas de gens portant le nom Delcourt, » répondit-il, sans l'amertume qui accompagnait autrefois ses souvenirs. À 16 ans, il m'a inscrit en gestion d'entreprise et a vendu tous les livres de cuisine que j'avais commencé à collectionner. Isabelle prit sa main au-dessus de la petite table en plastique. « Il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qu'on aime », dit-elle doucement. Mes grands-parents ont commencé à danser le paso doble à 70 ans. Ces conversations simples tissaient peu à peu un pont entre leurs mondes, si différents mais désormais si proches. Un après-midi, après plusieurs semaines de dimanches partagés, Isabelle proposa quelque chose de différent. « Je veux que tu apprennes à mieux connaître Céline, » dit-elle pendant qu'ils se promenaient dans Montmartre. « Pas seulement au marché, mais chez elle. Elle est importante pour moi. » Alexandre acquiesça, comprenant la portée de cette invitation. Il était admis dans une partie intime de la vie d'Isabelle, un privilège qu'il estimait plus que n'importe quelle négociation à plusieurs millions. La maison de Céline se trouvait à Belleville, un quartier populaire bien loin des zones huppées qu'Alexandre fréquentait. C'était une construction simple mais lumineuse, aux murs peints de couleurs vives, avec une petite cour où poussaient des plantes médicinales. Ce qui surprit le plus Alexandre, ce fut le nombre de femmes et d'enfants qui entraient et sortaient comme s'ils étaient chez eux. Céline a transformé sa maison en centre communautaire informel, expliqua Isabelle en saluant plusieurs femmes. Beaucoup sont mères célibataires qui n'ont personne pour garder leurs enfants pendant qu'elles travaillent. D'autres viennent suivre des cours ou simplement fuir des situations difficiles à la maison. Au fil de l'après-midi, Alexandre comprit l'ampleur du projet que Céline avait mis en place depuis son fauteuil roulant. Avec des ressources minimes et une volonté immense, elle avait tissé un réseau de soutien qui soutenait des dizaines de familles en difficulté. Les femmes cuisinaient ensemble, partageaient vêtements et jouets, se relayaient pour garder les petits et avaient même organisé une petite bibliothèque communautaire. « Bonjour, monsieur le millionnaire.
le salua Céline avec sa franchise caractéristique lorsqu'ils s'installèrent finalement autour d'un café dans la cuisine. « Alors, que pensez-vous de notre palais ? Je le trouve plus fonctionnel que bien des hôtels 5 étoiles que je connais, » répondit-il avec honnêteté. « Il y a plus de vraie vie dans cette cuisine que dans tous les restaurants gastronomiques de mes établissements. » Céline rit avec approbation, l'observant avec des yeux perçants. « Isabelle dit que vous avez changé, que vous n'êtes plus l'ogre parfumé qu'elle a connu. J'essaie d'être meilleur, admit Alexandre. Même si certains jours, l'ogre veut refaire surface. » La conversation coula avec une étonnante fluidité. Malgré sa maladie avancée, Céline rayonnait d'une vitalité contagieuse. Elle parla de ses rêves pour le centre communautaire, des besoins les plus urgents, des histoires de résilience qu'elle avait vues naître. Inévitablement, l'entrepreneur en Alexandre se mit à calculer des coûts, à imaginer des solutions, à esquisser un plan. Avant de partir, il ne put se retenir. « Céline, j'aimerais aider. Je pourrais financer un local plus grand, embaucher du personnel qualifié, créer une fondation avec toute la protection juridique nécessaire. » Isabelle et Céline échangèrent un regard complice. Ce fut Isabelle qui répondit « Si tu veux aider, fais-le comme bénévole, pas comme mécène. » La proposition le prit visiblement au dépourvu. « Mais j'ai les moyens. Je pourrais transformer ce projet en quelque chose de bien plus grand. » Céline se pencha en avant dans son fauteuil avec cette douceur ferme qui la caractérisait. « Ce que nous avons ici est petit mais authentique, Alexandre. Cela fonctionne parce que chacun donne ce qu'il peut, pas son argent, mais son temps, ses mains, son cœur. Si tu veux en faire partie, c'est l'homme qu'on attend, pas le millionnaire. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Alexandre regarda Isabelle, cherchant dans ses yeux une piste, une négociation possible. Il n'y trouva qu'une invitation silencieuse à choisir, rester celui qui règle tout avec ses moyens ou devenir celui qui offre ce qu'il a de plus humain. « De quoi avez-vous le plus besoin ?» demanda-t-il enfin. « D'un professeur de maths pour les enfants, » répondit Céline sans hésiter. « Et de quelqu'un qui s'y connaît un peu en gestion pour aider les femmes à structurer leur petit commerce. » Alexandre sourit, reconnaissant l'ironie parfaite. « Je peux faire les deux, les mardis et jeudis, après 17 heures. » C'est ainsi qu'un nouveau chapitre inattendu s'ouvrit dans la vie du puissant homme d'affaires. 2 soirs par semaine, Alexandre Delcourt échangeait ses costumes italiens contre des jeans et des t-shirts simples. Il enseignait les fractions à des enfants agités et aidait des femmes entrepreneurs à calculer les coûts et bénéfices de leur petit commerce de nourriture, d'artisanat ou de services. Les premières semaines furent un défi. Les enfants le regardaient avec méfiance, les femmes étaient timides ou excessivement formelles. Mais peu à peu, à mesure qu'il abandonnait le rôle d'homme intouchable pour devenir simplement Alexandre le prof, les barrières tombèrent. « Je ne t'avais jamais vu comme ça, » dit Isabelle un soir alors qu'il rentrait à pied après une séance particulièrement réussie. « Tu as une patience avec les enfants qui me surprend. Mon grand-père était instituteur dans un village rural, confia-t-il, avant que la famille ait de l'argent. Je crois que j'ai hérité un peu de lui, même si je ne l'ai jamais connu. » Ces nouvelles facettes d'Alexandre et Isabelle se révélaient avec la même douceur qu'une fleur, s'ouvrant à son propre rythme. Il découvrit en elle une force tranquille, bien au-delà de leur premier affrontement à la parfumerie. Elle découvrit en lui une capacité de dévouement et d'adaptation qui contredisait son ancienne image d'homme rigide. Un après-midi, alors qu'ils servèrent du café au maire assistant à un atelier d'autonomie professionnelle, leurs mains se frôlèrent par hasard. Ce n'était pas la première fois qu'ils se touchaient depuis leur retrouvaille, mais ce contact avait quelque chose de différent, la complicité de ceux qui construisent ensemble quelque chose de vrai, sans prétention ni masque. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit-il en lavant les tasses à ses côtés. « Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte, pas pour mon ego ou mon compte bancaire, mais pour les autres. » Isabelle sourit, essuyant une assiette avec des gestes circulaires. « Ça, monsieur Delcourt, c'est ce qu'on appelle un sens. » Au fil des mois, leur relation évoluait avec la solidité de ce qui pousse depuis des racines profondes. Pas de grandes déclarations ni de gestes spectaculaires. À la place naissaient de petites certitudes quotidiennes. La manière dont il lui gardait toujours le dernier pain de maïs, celle dont elle devinait quand il avait besoin de silence après une journée difficile. La fluidité avec laquelle ils travaillaient ensemble, anticipant les besoins de l'autre sans un mot. Céline, observatrice discrète de cette transformation, souriait avec la satisfaction de celle qui voit enfin se réaliser ce qu'elle a toujours su. « Le vrai amour n'est pas un éclair, dit-elle à Isabelle un après-midi,
en regardant Alexandre enseigner à un groupe d'enfants comment construire un potager vertical. C'est un arbre qui grandit lentement, enfonçant ses racines si profondément qu'aucune tempête ne peut l'arracher. Et ainsi, sans grande annonce ni définition officielle, Alexandre et Isabelle construisirent une relation unique, tissée de respect mutuel, d'admiration sincère et d'un amour qui n'avait pas besoin d'étiquette pour exister. Ce n'était pas un conte de fées où la vendeuse devient princesse, ni un récit où le millionnaire sauve la femme simple. C'était bien plus révolutionnaire, deux êtres qui se choisissaient chaque jour, tels qu'ils étaient, sans chercher à se transformer l'un l'autre. Un soir, après une fête organisée pour l'anniversaire de Céline, Alexandre prit la main d'Isabelle, alors qu'ils marchaient sous le ciel étoilé de la ville. « Merci », dit-il simplement. « Pourquoi » demanda-t-elle curieuse. « Pour avoir refusé le financement », répondit-il en souriant. « Pour m'avoir obligé à donner quelque chose que j'ignorais posséder. » Isabelle s'arrêta et le regarda dans les yeux, avec ce mélange de tendresse et de force qui l'avait séduit dès le début. « Moi aussi j'apprends, tu sais, à recevoir sans peur, à faire confiance sans réserve. » Sous le manteau étoilé, dans une rue quelconque d'une ville immense, deux personnes qui avaient commencé leur histoire comme adversaires scellèrent leur transformation par un baiser au goût de café solidaire, de rires d'enfants et d'un futur qui se construirait, non pas avec du luxe ou des privilèges, mais avec des mains entrelacées et des cœurs sincères. 1 an s'était écoulé depuis cette retrouvaille au marché de mère courageuse. La vie d'Alexandre et d'Isabelle avait trouvé son propre rythme, une danse entre deux mondes qui ne semblèrent plus si éloignés. Il dirigeait toujours son empire hôtelier, mais avec une philosophie renouvelée, axée sur l'impact social et le bien-être de ses employés. Elle avait développé une petite ligne de parfums artisanaux à base d'essences mexicaines, fabriquées par des femmes de la communauté de Céline. La nouvelle du décès de Céline arriva au printemps, comme une pluie inattendue mais pas moins inévitable. Elle était partie en paix, entourée de la famille choisie qu'elle avait rassemblée autour d'elle. Son héritage, toutefois, demeurait vivant dans le centre communautaire, désormais une association loi 1901, gérée par les mêmes femmes qui y avaient trouvé refuge autrefois. « Elle aurait voulu qu'on continue », dit Isabelle en revenant des obsèques, les yeux rougis, mais la voix ferme. Qu'elle sent se lamenter en construisant sur ce qu'elle a posé. Alexandre hocha la tête et lui serra la main en silence. Il avait appris que parfois, le soutien le plus fort ne demande aucune parole. Ce fut pendant ces jours de deuil que François Lemoine, l'ancien directeur de Essence Royale, contacta Isabelle avec une proposition inattendue. La parfumerie organisait une exposition sur les parfums contemporains d'origine mexicaine et souhaitait qu'elle conçoive la vitrine principale. « Tu veux vraiment le faire ?» demanda Alexandre lorsqu'elle lui parla de l'offre. « Je comprendrai parfaitement si tu ne veux plus jamais remettre les pieds là-bas. » Isabelle resta silencieuse un moment, contemplant le coucher de soleil depuis le petit balcon de son appartement, où Alexandre passait désormais presque toutes ses nuits. Céline disait toujours que les cercles doivent se refermer pour que d'autres puissent s'ouvrir, répondit-elle enfin. Je crois que c'est une chance de donner une autre fin à cette histoire. Pendant les semaines qui suivirent, Isabelle travailla à son projet avec une passion renouvelée. Elle refusa qu'Alexandre voie l'avancement, insistant sur le fait que cela devait être une surprise. Il respecta son espace créatif, se contentant de lui apporter à manger quand elle oubliait de le faire et de l'écouter avec enthousiasme quand elle partageait ses idées, sans jamais révéler les détails. Le soir de l'inauguration arriva avec la promesse d'un nouveau départ. Essence Royale avait changé depuis la dernière fois où Isabelle y avait travaillé. De nouvelles couleurs, un nouveau personnel, mais l'essence du luxe et de l'exclusivité demeurait intacte. Pourtant, quelque chose avait fondamentalement changé. Elle n'était plus la vendeuse intimidée par le pouvoir, mais une créatrice respectée pour ses propres mérites. « Je suis nerveux », avoua Alexandre en entrant avec elle dans la boutique. « Et ça ne m'était pas arrivé depuis le lycée. » Isabelle sourit et serra doucement sa main. Le grand Alexandre Delcourt, nerveux pour une simple exposition de parfums, plaisanta-t-elle tendrement. Qui l'aurait cru? Les invités commencèrent à arriver. Chefs d'entreprise du secteur, journalistes de spécialisés, influenceurs de mode et de beauté. Mais aussi, sur invitation spéciale d'Isabelle, les femmes du centre communautaire qui avaient participé à la création des parfums artisanaux exposés. François Lemoine accueillit les participants par un bref discours sur l'évolution de la parfumerie contemporaine et l'importance de valoriser les matières premières autochtones. Puis arriva le moment attendu.
C'est un honneur de vous présenter notre vitrine centrale, conçue par Isabelle Moreau, qui fit autrefois partie de notre famille Essence Royale et qui revient aujourd'hui en tant que créatrice et entrepreneuse dans l'univers de la parfumerie artisanale. Le rideau couvrant la vitrine glissa doucement, révélant une installation qui coupa le souffle à l'assistance. Ce n'était pas l'exposition flamboyante que beaucoup attendaient. Isabelle avait créé un espace intime et évocateur, une reconstitution minimaliste d'une cuisine traditionnelle mexicaine. Des meules en pierre volcanique, des plats en terre cuite, des œillets d'Inde et de l'encens brûlant composaient une scène qui sollicitait la mémoire olfactive la plus profonde. Les flacons de parfum, certains en verre fin, d'autres en argile décorée, reposaient sur des étoffes tissées à la main. Chacun portait une petite étiquette racontant une histoire, le nom de la femme qui avait participé à sa création, la région d'origine des matières premières, la signification culturelle de chaque senteur. Mais ce qui capta le plus l'attention fut la phrase écrite simplement sur le mur du fond « Il ne s'agit pas de vendre, il s'agit de se connecter ». Alexandre sentit quelque chose vibrer en lui en lisant ces mots. C'était la synthèse parfaite du chemin qu'ils avaient parcouru, du premier affrontement où tout tournait autour du pouvoir et de la vente, à ce moment présent où ils comprenaient que l'essence de tout échange humain véritable était la connexion authentique. Les applaudissements éclatèrent de spontanément. Isabelle fut rapidement entourée de personnes venues la féliciter, lui poser des questions, en savoir plus sur son processus créatif. Alexandre resta discrètement en retrait, la regardant briller de sa propre lumière, sans avoir besoin de son nom ou de son influence pour rayonner. Ce qu'elle a accompli est impressionnant, commenta Sophie, ancienne collègue d'Isabelle, en s'approchant d'Alexandre. J'ai toujours su qu'elle avait un don. Je suis heureuse que vous l'ayez vu aussi. En réalité, j'ai été le dernier à m'en rendre compte, répondit-il avec une sincérité humble. Vous l'avez toute vue bien avant moi. Lorsque le tumulte se calma enfin, Isabelle chercha Alexandre du regard dans la foule. Lorsqu'elle le trouva, elle lui tendit la main pour qu'il s'approche. « Je voudrais vous présenter quelqu'un de très spécial », dit-elle à ses anciens collègues. « Mon compagnon, Alexandre. » Elle ne dit pas « mon petit ami » ni « mon partenaire ». Elle n'utilisa pas son nom de famille, ni ne mentionna ses hôtels ou sa fortune. Juste mon compagnon, le mot le plus honnête pour décrire ce qu'ils avaient construit. Un chemin partagé, un soutien réciproque, un choix quotidien de marcher ensemble. Alexandre prit sa main et, dans un geste qui surprit ceux qui le connaissaient comme un homme d'affaires froid et calculateur, la porta à ses lèvres pour l'embrasser avec respect. Ce n'était pas le geste étudié du galant mondain, mais l'hommage sincère d'un homme qui avait appris à reconnaître ce qui comptait vraiment. « C'est un honneur d'être cela pour toi », dit-il avec un sourire qui illuminait son regard. La soirée continua avec des toasts et des conversations animées. Isabelle expliquait aux curieux comment chaque parfum racontait une histoire personnelle. La vanille du Chiapas rappelait l'enfance de Doña Teresa. La fleur de cacao évoquait les après-midi de Lupita avec sa grand-mère. L'encens et la sauge représentaient les rituels de guérison que Céline dirigeait. Des heures plus tard, lorsque les derniers invités furent partis, Alexandre et Isabelle restèrent seuls face à la vitrine. Il la prit dans ses bras par derrière, contemplant ensemble la création qui symbolisait tant pour eux deux. « Tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça ?» murmura-t-elle en s'adossant contre sa poitrine. « Quoi donc ? Que nous avons refermé un cercle sans revenir au point de départ. Nous sommes au même endroit, mais nous sommes devenus des personnes complètement différentes. » Alexandre acquiesça, comprenant parfaitement. L'homme arrogant qui avait franchi cette porte en exigeant un service VIP n'existait plus. La vendeuse intimidée, luttant pour sa dignité non plus. À leur place se tenaient deux êtres humains qui avaient appris à déposer les masques et les armures pour se rencontrer dans une vérité partagée. « Je t'aime, Isabelle Moreau », dit-il simplement. « Pas pour ce que tu fais ni ce que tu représentes, mais pour qui tu es, pour ce que tu m'as aidé à devenir. » Elle se retourna dans ses bras, plongeant dans ses yeux qui n'intimidaient plus, mais invitaient à s'y abandonner. « Et moi je t'aime, Alexandre Delcourt, pas malgré ce que tu étais, mais en incluant tout ce que tu as été, et tout ce que tu choisis de devenir. » Le baiser qu'ils partagèrent clôturait un cycle, et en ouvrait 1000 autres. Ce n'était pas le baiser de cinéma où le riche sauve la fille ordinaire. C'était la rencontre de deux âmes qui avaient cheminé vers une transformation mutuelle, qui avaient choisi de grandir ensemble plutôt que de se dominer. En sortant de la boutique, main dans la main, la phrase de la vitrine brillait doucement sous les lumières qui s'éteignaient. « Il ne s'agit pas de vendre,
Il s'agit de se connecter, car au fond, c'était cela, l'essence de leur histoire. Non pas un conte de pouvoir et d'argent, mais une histoire de connexion humaine authentique, de senteurs qui persistent sur la peau longtemps après la première impression, d'amour qui, comme les meilleurs parfums, révèlent leur vraie nature avec le temps, la proximité et la vérité partagée.